Florence, comment tu l'as connue, Anna Grecchi, toi? Comment j'ai connu Anna Grecchi? En fait, à l'époque, je faisais un master de lettres sur des romancières, des femmes, des écrivaines qui étaient partagées entre deux cultures, deux racines différentes, des femmes comme Fatou Diom, comme Ananda Devi, voilà, qui écrivaient des romans sur leurs multiples cultures et qui en faisaient une force. Voilà. Et donc je travaillais tout le temps à la Bibliothèque nationale, je faisais mes recherches. Et un jour, par hasard, je tombe sur deux recueils d'Anna Grecchi. Et là, c'est une révélation, un coup de foudre. Je tombe amoureuse de cette poétesse, de ses vers, de ses recueils de poèmes, et puis de son parcours assez particulier. Donc une femme née Colette Grégoire, française, en Algérie, et qui a décidé de se battre avec les Algériens pour l'indépendance algérienne. Et au-delà de ça, qui a écrit des poèmes qui m'ont beaucoup, qui m'ont touchée. Et à l'époque, elle n'était plus du tout publiée. En 2013, elle n'était plus du tout publiée en France. Elle était toujours publiée en Algérie, mais plus en France, et voilà, ça m'étonnait beaucoup. Plainte de Colette Anna Grégoire, publiée en 1958 dans la brochure L'affaire des enseignants d'Alger, préparée par le comité de défense des enseignants et regroupant les témoignages de 21 personnes torturées pendant la bataille d'Alger en 1957. Monsieur le procureur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. J'ai été arrêté par les parachutistes du 1er REP le 21 mars 1957, vers 19h. Immédiatement conduite à la Villa Césigny, j'ai été interrogée en présence de plusieurs hommes vêtus en officiers parachutistes. Pendant 2 heures, par le capitaine Falk, qui, au bout de ce laps de temps, non satisfait, déclara abandonner les manières d'homme du monde et être obligé de me torturer.
Arrivé dans la chambre des aveux, ils me mirent complètement nue, m'enveloppèrent d'une couverture, me ligotèrent des pieds à la tête, puis ils me jetèrent par terre sur le dos. Ils m'inondèrent d'eau glacée, s'assirent à trois sur moi, puis me versèrent à plusieurs reprises de l'eau dans la bouche, maintenue ouverte par le bord de la cagoule qui m'écrasait le nez. Ils continuèrent jusqu'à la limite de l'asphyxie. Ils me frappèrent les épaules avec un instrument que je n'ai pu déterminer, me menaçant de me brûler au fer rouge. Comme je criais, ils me bâillonnèrent. Après 3 heures de ce traitement, ils furent obligés de me rhabiller eux-mêmes, mes membres ne m'obéissant plus. Ils me traînèrent à l'interrogatoire dans un état d'épuisement nerveux grave, me menaçant de recommencer car mes réponses ne les satisfaisaient pas. Ils me placèrent des électrodes dans le dos, à hauteur des omoplates, sur les fesses, à plusieurs reprises. Comme j'hurlais, gesticulais et tombais sous la douleur du courant électrique, je vis l'exécutant, le parachutiste Feldmeyer, rire à gorge déployée. Puis ils me gardèrent nue, debout, menottes au poing, plusieurs heures, durant lesquelles ils interrogeaient mes compagnes dont j'entendais les plaintes et les cris. Durant plusieurs jours, j'ai souffert de courbatures par tout le corps et de maux de tête incessants. Mon bras gauche était abîmé au poignet et au coude par les cordes et les menottes. Et j'avais la main insensible. On me baigna les mains. On me massa les poignets. On me fit des infiltrations de novocaïne dans le coude afin que ces traces disparaissent le plus vite possible. J'ai également souffert d'une bronchite, causée indubitablement par le gonflage à l'eau et le froid de nos cellules. Ils me laissèrent 15 jours dans une cellule assez grande, proche de l'infirmerie, craignant pour moi une affection nerveuse grave, me dirent-ils par la suite. Puis je passai la 3e semaine de détention
cellule, 2 mètres sur 1,75 m, bâtie dans une cave. Il m'interrogeait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, toujours avec des gifles violentes, des insultes et du chantage. Ces tortures que nous avons subies ont été caractérisées par le capitaine Falk comme une préparation psychologique dont les principes de base sont peu nombreux mais efficaces. Il s'agit de paralyser, d'affoler le patient en éprouvant son impuissance par une mise en scène à laquelle participent les insultes les plus violentes, le chantage abject, les menaces de mort. À ces tortures morales sont jointes les pires violences physiques, suivant une gradation qui peut aller jusqu'à l'assassinat. C'est dans ces conditions que j'ai été amenée à faire, puis à signer mon procès verbal, mes tortionnaires menaçant de recommencer leur traitement et de l'appliquer sur les membres de ma famille si je ne transcrivais pas exactement ce qu'ils m'avaient extorqué et qu'ils avaient interprété d'une façon tendancieuse. Je signale également que la villa où je logeais, 51 boulevard Bru, a été occupée par les paras et que toutes mes affaires personnelles ont disparu. Vêtements, linge, livres, électrophones, bijoux. En conséquence, je porte plainte contre tous mes tortionnaires afin que cessent de pareilles pratiques qui déshonorent une nation. Veuillez agréer, monsieur. Colette Grégoire. J'habite une ville si candide qu'on l'appelle Alger la Blanche. Ces maisons chaulées sont suspendues en cascade, en pain de sucre, en coquilles d'œufs brisés, en lait de lumière solaire, en éblouissante lessive passée au bleu, en dentelle, en entre-deux, en plein milieu, de tout le bleu, d'une pomme bleue.
Je tourne sur moi-même et je bats ce sucre bleu du ciel, et je bats cette neige bleue de mer, bâtie sur des îles battues qui furent 1000, villes audacieuses, villes démarrées, villes marines, bleues, marines, salines, villes au large rapide, à l'aventure. On l'appelle El Djezaïr, comme un navire de la compagnie Charles Borgne. Anna Grecki, née Colette Grégoire, dans les Aurès, à Batna, le 14 mars 1931. Elle est la fille d'un instituteur français d'Algérie, socialiste. Plus tard, elle changera de nationalité et choisira la nationalité algérienne. À 27 ans, en 1957, incarcérée à la prison Barberousse d'Alger, comme militante communiste, luttant pour l'indépendance algérienne, elle écrit. Arrogant, tel un très jeune homme, il ressemble à la liberté. Il ressemble tellement à la liberté. Ce ciel tendre, plus qu'un oiseau, ce ciel adulte, que j'en ai la gorge serrée. Ciel de 20 ans qui veut aller nu, triomphant comme une insulte, la gorge serrée, à ne plus pouvoir parler. Corps défendu, corps parfumé, ciel sans pitié, la gorge nouée, sans pouvoir dire à quel point je suis triste à cause de la couleur du ciel. Déployant ses muscles soyeux, il ressemble à la paix. Il ressemble tellement à la paix. Ce ciel des sans désirades, ce ciel paisible, que j'y vois des hommes libres s'y promener à l'ombre des eucalyptus et des fontaines, où viennent boire tranquilles les sangliers. Et si j'ai des yeux à l'épreuve du soleil pour fixer ce ciel dérimé, c'est parce que je suis triste à cause de la couleur du ciel. Proche à tendre la main, il ressemble à mon amour. Il ressemble tellement à mon amour. Ce ciel à portée de main, ce ciel lointain, que j'en ai la tête haute, ciel jamais atteint. Lèvres mordues, pupilles au large dans les yeux, le cœur battant comme une truite sur la rive charnue d'un ciel coupé en herbe, ce blé vif. J'en ai le cœur battant,
à ne plus savoir que je suis triste à cause de la couleur du ciel. Poursuivi, poignardé, présent, il ressemble à mon pays. Il ressemble tellement à mon pays. Ce ciel persécuté, ce ciel bleu comme la colère, comme l'ombre de la mer bleue, persévérant, que j'en ai la tête haute. Ciel nourrissant, ciel oxygéné, ciel directeur, ciel tenace, tel un parfum de paix, de liberté, d'amour. La tête haute, malgré le poids des nuages. J'ai la tête haute. Et je n'ai jamais dit que je suis triste à cause de la couleur du ciel. La poésie remet les choses en place. Je n'écris pas pour moi, mais pour tous. Je dis je, mais c'est nous qu'il faut lire. J'écris pour réaliser une situation de fête, pour rendre à la vie ce qui est son dû. J'essaie d'être le porte-parole honnête de chacune, pour rendre conscient ce qui existe en chacune, pour établir des rapports réels entre l'homme et son pays. Je traduis en état de fait. J'essaie de dire les racines de l'homme avec son pays et le monde. J'ai appris à voir, à comprendre. J'ai le privilège de posséder une langue. Peu importe ce qu'elle est, je l'utilise pour révéler un certain mouvement, un certain rythme, un certain rapport de l'homme avec une situation. La révolution algérienne. J'essaie de la dire. Toute poésie est révolution. Elle traduit les apparences et va au fait. Je commande aux objets par la vertu d'un mot. Je vois, je dis, et le futur sera ce que j'ordonne. Sid Ahmed Inal, premier grand amour. Combattant de l'ALN, armée de libération nationale, bras armés du FLN. Un étudiant comme elle, quand ils se rencontrent, avec qui elle étudie à Paris, à la Sorbonne. Peu après leur retour en Algérie, il est assassiné par l'armée colonialiste, brûlé vif dans le maquis. Elle lui dédiera plusieurs poèmes. J'arrive et je te reconnais. Je viens à toi du fond de ma tristesse et du fond de ta vie. J'arrive
et je suis dans tes mains, comme ton corps dans la lumière et la lumière dans mes mains. Je te reconnais dans la forêt des passants et je m'installe à ta douceur, à ton silence, où je suis le ruisseau qui te rafraîchira. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. C'est ma manière d'avoir du cœur à revendre. C'est ma manière d'avoir raison des douleurs. C'est ma manière de faire flamber des cendres. À force de coups, de cœur, à force de rage, la seule façon loyale qui me ménage, une route réfléchie au bord du naufrage, avec son pesant d'or, de joie et de détresse. Ces lèvres de ta bouche, ma double richesse. À fond de calme, à fleur de peau, ma science se déroule comme des cordages judicieux où l'acier brûle ces méduses secrètes que j'ai draguées au fin fond du large. Là où le ciel aigu coupe au rasoir la terre. Là où les hommes nus n'ont plus besoin d'excuses pour rire déployés sous un ciel torsionnaire. Ils m'ont dit des paroles à rentrer sous terre. Mais je n'en tairai rien. Car il y a mieux à faire que de fermer les yeux quand on ouvre son ventre. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. Avec la rage au cœur, aimer, comme on se bat. Je suis impitoyable comme un cerveau neuf, qui sait se satisfaire de ses certitudes. C'est bien suffisant pour que j'en aie gratitude. De quel droit exiger par exemple du jasmin qu'il soit plus que parfum, étoile plus que fleur? De quel droit exiger que le corps qui m'étreint plante en moi sa douceur à jamais, et que je te sois chère parce que je t'aimais plus souvent qu'à mon tour, parce que je suis jeune? Je jette l'encre dans ma mémoire et j'ai peur. Quand de mes amis l'ombre me descend au cœur, quand de mes amis absents, je vois le visage qui s'ouvre à la place de mes yeux. Je suis jeune, ce qui n'est pas une excuse, mais un devoir exigeant, un devoir poignant, à ne pas croire qu'il fasse si doux ce soir, au bord de la plage, prise au défaut de ton épaule, à ne pas croire. Dressé comme un roseau dans ma langue, les cris de mes amis coupent la quiétude meurtrie pour toujours. Dans ma langue et dans tous les replis de la nuit luisante. Je pense aux amis morts sans qu'on les ait aimés,
eux que l'on a jugés avant de les entendre. Je pense aux amis qui furent assassinés à cause de l'amour qu'ils savaient prodiguer. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. À la saignée des bras, les oiseaux viennent boire. Et Jean-Claude, ils s'aiment et s'épousent. Ils arrivent à Tunis les premiers mois de l'année 1959 avec leur jeune garçon, Laurent. Ils seront parmi les premiers à revenir dans l'Algérie devenue indépendante. Le premier recueil d'Anna Grecki, Algérie, capitale, Alger, est publié aux éditions Jean Oswald. Déjà, les étudiants apprennent par cœur les poèmes et scandent « Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur ». Ce sera un jour pareil aux autres jours. Un matin familier avec des joies connues, éprouvées parce qu'elles sont quotidiennes. De ces réveils qui traînent à la toilette. La première cigarette après le café. Le journal commenté qui nous noircit les mains. Tous les gestes rituels reprennent leur bien. Des gestes paisibles qui installent la paix retrouvée, qui recommencent la paix gagnée. Des gestes pleins d'assurance et de raison d'être qui entament le jour, proprement, sans bavure. Des gestes d'être libre et qui se souviennent. Nous prendrons soin de laisser la clé sur la porte et que la rue entre par la fenêtre ouverte, la rue tout entière, son soleil, ses enfants, la rue riche d'amis étrangers, de passants fraternels. Notre maison est à qui la veut, à qui a besoin de chaleur, à qui a faim. Mais il faut avoir faim et les yeux à jamais plus grands que le ventre. Il y aura la joie. Mais nous n'oublierons rien de ce qui est passé. Nous n'aurons pas besoin de tellement parler. Vivre est bien suffisant. Et nous aurons appris à vivre. Intervient
la chute du pouvoir de Ben Bella en 1965. Arrivée des militaires, arrestation, fuite de quelques-uns, départ d'autres. Alger change. Dans le regard qui va de la mer à la mer, je songe à des instants qui sont pétris de chair. Des vagues claires parviennent jusqu'à l'aube, et je ressens des joies qui déjà se dérobent. La mémoire ruisselle et roule des baisers sous la mousse de l'oubli. Dans le rocher charnel où le temps s'abolit, je sens la lente incrustation de vos épées, oursins noirs, oursins ardents de la mémoire. Les urbanistes et les guerres manient les hommes et les pierres. Dans la forêt de HLM, où est la ville qui fut mienne? Dans un silence de songerie, les rabots et les scies légifèrent. De larges copeaux s'enroulent et saignent aux quatre vents des illusions. Inlassables, les ouvriers de la perfection ont écumé les cimetières. Dans la douceur des ancêtres, ils raclent l'os du temps. Des millénaires se perdent dans l'espace enfui. De pas à pas, on approche de la solution finale. Idées bien aiguisées, rabots et scies, rabotent tes scies en pleine chair jusqu'au cœur. Où est la moelle dans la vie? Dans la douceur intacte de l'été, s'anime un étrange spectacle. Les citadins, sous les ficus, sentent des gestes leur pousser comme l'herbe sur un cadavre. D'où vient l'idée météorite qui a creusé dans la cervelle un cratère sans limite? Quel est le monde où la pensée ne sert qu'à se mettre à genoux? Celui-ci pêche à la ligne dans un mirage les poissons apaisants de la métempsychose. Cet autre, en se rasant, va de la joue à l'œil et râpe sa pupille sans s'en apercevoir. Celui-là crache dans ses mains, saisit sa hache et se délivre de sa langue, de sa main. Avec des sécateurs pris aux doigts des ancêtres, les jardiniers mutilent les plus belles fleurs. Mais le cœur de l'homme et celui de l'univers répondent aux mêmes mots. Et dans le vide interstellaire, des fleuves de sève et de sang roulent vers la brûlure des étoiles. Est-il un monde où la pensée ne sert qu'à se mettre à genoux? Les battements de cœur, les fugues et la rage, gaz lourd de l'éternelle jeunesse, flottent lentement vers je ne sais quel rivage. L'émerveillement de la santé, l'apprentissage du langage, le désir forcené de comprendre, d'aimer,
sont traces de sang, traces de larmes. Dans quel lit vais-je mourir? Le rire qui monte sous le frêne précis et les deux mimosas. Le trou dans le grillage et la rue dans mon cœur. Le ciel sous la peau, la chasse aux coquillages. C'était ailleurs, ailleurs. Les jeux secrets et les baisers perdus dans l'arbre de rue des francs chagrins. Les chemins difficiles où j'ai pris force et vie sont traces de sang, traces de larmes. Dans quel lit vais-je mourir? Hier, c'était Hiroshima. Plus rien n'est en place, à sa place. Ma mémoire, comme un lambeau de peau, s'arrache. Pourtant, sous le reflux, j'entends des voix qui montent dans la pulpe de demain. Les yeux recommencent à voir, sous la vermine, la cigogne, et le sourire sous la boue. Pour être heureux, il faut voir clair. Des choses chantent dans ma tête. De toute douleur, je compose mes magies. Il fut un temps où je portais mon cœur tel un narcisse géant à la boutonnière. Je me définissais avec sa ferveur qui me faisait flamber au creux de l'hiver. Il fut un temps, debout, où la faillite, le doute, la peur, je n'y pensais même pas. Mon regard était une réussite et j'entendais marcher les pierres sur mes pas. Qu'elle était simple, la guerre manichéenne. Rapide est la mort, multiplicatrice vie. J'ai senti s'effriter la chair de mon pays dans un effort terrible de recréation. Intègre est notre paix. J'avais des yeux futurs. Je ne sais où te voir dans le miroir hurlant d'exigences nouvelles. Implacable est notre paix. Elle juge sur pièce et n'hésitera pas à te pendre aux cordes de ton enfance. Se protéger dans la camisole de force de la voix facile et hurler avec les loups. Lucide est notre paix. Falsificateur et truqueur, attention. Voici venu le temps de l'exigence et du respect. Populaire est notre paix. Anna apprend la mort de certains proches. Enceinte, accompagnée de Jean-Claude, elle entre en urgence à l'hôpital. L'enfant est prématuré. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1966,
malgré les soins arrivés trop tard et faute de matériel suffisant, Anna meurt. L'avenir est pour demain. L'avenir est pour bientôt. Le soleil de nos mains prend un éclat farouche dans la colère nue qui monte à la bouche. La multiple mémoire mûrit l'avenir. Cette mémoire douce à la dent. En prison, être libre prend le sens unique de nos amours. L'amour, la voix précise de ces luttes tenaces qui nous ont jetés là, debout, sur le charnier des oliviers et des hommes. La cruauté de notre vie sera comprise et justifiée. L'avenir est pour bientôt. L'avenir est pour demain. L'avenir s'exprime très mal, à la manière d'une langue vacillante. Et les incrédules disent, bleus de peur d'avoir perdu la raison, qu'hier reste futur dans cet éclat mort-né, de qui mangeait de la terre, vivait de dos et invente d'être libre, ce 8e péché capital comme une exécution capitale. Mais l'aube, têtue, ensemence nos nuits. L'avenir guillotiné redresse la tête. L'avenir est pour bientôt. L'avenir est pour demain. L'avenir guillotiné redresse la tête. Et ces femmes fières d'avoir le ventre rouge, à force de remettre au monde leurs enfants à chaque aube, ces femmes bleuies de patience qui ont trop de leur voix pour apprendre à se taire, avec leurs mains, des feuilles, sur nos corps fiévreux, avec des feuilles, leurs mains, plantées dans le ciel, déplacent savamment les bornes de la vie, comme on apprivoise une étoile, comme on la tue. L'avenir est pour bientôt. L'avenir est pour demain. Par-delà les murs clos comme des poings fermés, à travers les barreaux ceinturant le soleil, nos pensées sont verticales et nos espoirs. L'avenir lové au cœur monte vers le ciel, comme des bras levés en signe d'adieu. Des bras dressés, enracinés dans la lumière en signe d'appel, d'amour, de reviens ma vie. Je vous serre contre ma poitrine, mes sœurs, bâtisseuses de liberté et de tendresse. Et je vous dis à demain, car nous le savons. L'avenir est pour demain. L'avenir est pour bientôt.
Réqui. Il y a une rencontre qui est prévue là tout de suite, avec notamment Laurent, dont il est question dans le spectacle, le petit Laurent qui a grandi, le fils d'Anna Réqui. Il y aura aussi un témoignage de Claudine, un témoignage filmé de Claudine Lacascade qui a été emprisonnée avec Anna Réqui. Voilà. Donc voilà. Françoise, non, Françoise.